Bonjour, mon invité aujourd'hui est Eva Joly. Eva Joly, bonjour. Bonjour. Vous avez consacré une bonne partie de votre activité à la fois professionnelle et politique à la lutte contre la corruption. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a un progrès, qu'au niveau mondial, la nécessité de lutter contre la corruption est mieux établie, plus partagée, et qu'en même temps, fondamentalement, il y a quand même moins de corruption, qu'on arrive mieux à la combattre? Alors, je crois que la réponse à cette question, elle doit être très nuancée. Il se passe des choses passionnantes. J'avais longtemps pensé que la lutte contre la corruption serait menée par les victimes, c'est-à-dire les pays en voie de développement qui se font piller parce que malheureusement, souvent, ils sont des leaders qu'on peut corrompre. Et donc, ils perdent des ressources vitales. Mais ce rêve-là, que j'avais nourri avec le Nigeria, par exemple, dans les années 2000, au début des années 2000, où il y avait un certain Ribadou qui était procureur et qui avait engagé des actions contre à peu près tous les gouverneurs du pays. Ça n'a pas vraiment abouti. L'idée qui était la mienne au début des années 2000, que la lutte contre la corruption, elle allait venir de l'Afrique du Sud, de Nigeria ou du Mali, elle est en train de se réaliser maintenant depuis 2020, et je vais vous raconter l'histoire de la Namibie. Alors, la Namibie est un pays qui est indépendant relativement tard, dans les années 90. Et l'Islande avait contribué en formant les pêcheurs en Namibie. Et je dirais que la Norvège aussi a contribué, puisque nous avons formé, nous, des procureurs namibiens. Et un pêcheur islandais qui travaillait pour une multinationale islandaise de la pêche, qui s'appelle Samerchi, s'est réveillé un matin en disant qu'il était fatigué de tromper la population namibienne en achetant des quotas de pêche aux dirigeants politiques namibiens par des méthodes assez sophistiquées. Et il est allé dénoncer son employeur à la police namibienne. Et la police namibienne a fait une enquête, et donc soutenue par le procureur namibien, où ils ont établi que la Société nationale de pêche servait, à travers cette multinationale et des paiements effectués à Chypre, à enrichir l'ancien ministre de la Pêche, le ministre de la Justice et le ministre de la Pêche angolais. Lui, il les dénonce, mais la Namibie est en état de porter cette enquête. Et elle a emprisonné ses ministres et elle a continué l'enquête. Et j'ai le plaisir de vous dire que ce dossier est audiencé dans les semaines qui viennent. Et ensuite, on a vu la lutte contre la corruption dans les pays développés vraiment se concrétiser, s'organiser avec des institutions qui étaient mandatory, qui étaient obligatoires selon les conventions internationales, que ce soit la convention de l'ONU de 2003 contre la corruption ou la convention l'OCDE ou de l'Union européenne. Et donc peu à peu, ces structures se sont mises en place. Mais est-ce que pour autant, cette lutte est vraiment efficace? Je trouve que la France est un cas de figure assez intéressant. En quelles circonstances que vous avez été une actrice importante quand même pour lutter contre la corruption en France? Oui, d'une certaine façon, je pense que l'affaire Elf, à laquelle vous pensez sans doute, était d'une certaine façon, j'ai fait cette enquête par surprise. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait encore ceux qui avaient quelque chose à cacher pensaient que la Suisse
était un endroit sûr où il n'y avait pas de coopération, par exemple. Ils pensaient peut-être aussi que la justice française Et n'oserait pas s'attaquer à eux. Peut-être. Et donc, en ce sens-là, l'affaire Elf a marqué les esprits parce que plus de 30 personnes ont été condamnées et certains à des peines sévères. Et surtout, la justice a montré qu'elle pouvait porter ces dossiers, qui étaient assez énormes en temps. Par exemple, pour lire le dossier Elf simplement, d'un bout à l'autre, il faut 3 mois. Et donc, pour un tribunal, conduire l'audience, c'était ambitieux. Et je craignais que cela soit très difficile. Mais la justice française a su porter ce dossier jusqu'à la Cour de cassation. Ça s'est bien passé, si on peut dire, puisque 32 personnes ont été condamnées. Mais si on regarde l'évolution depuis, il n'y a pas eu beaucoup d'autres dossiers d'importance en France. Comment l'expliquer? Est-ce que parce que les gens ont eu peur et ont été moins corrompus Je ne le pense pas. Je pense que les méthodes sont plus sophistiquées. Et il y a des méthodes tout à fait sûres pour transférer des fonds sans que ça se voie. Je pense qu'ils sont devenus plus prudents. Mais c'est surtout qu'on a désarmé un peu les institutions. C'est-à-dire la brigade financière ou l'Office central de répression de la grande délinquance financière et fiscale. Leurs effectifs ont plutôt diminué qu'augmenté. Le nombre de juges et de procureurs n'augmentait pas. Mais surtout, je pense qu'après l'affaire Cahuzac, il y a eu un réveil, où il y a eu, en raison de l'indignation populaire, François Hollande n'a pas eu le choix et il a créé 2 institutions très importantes de la lutte contre la corruption qui changent tout. La haute autorité de transparence de la vie publique, où le premier président était Jean-Louis Nadal, qui a été courageux, qui a bien animé cette institution, avec donc l'obligation pour les hommes et femmes politiques de déclarer leur état de fortune, leurs intérêts et leurs engagements, avec des sanctions. Il faut bien comprendre que les défauts de déclaration de votre villa en Grèce ou du paiement par la filiale hollandaise de Renault de vos 600 000 euros d'honoraires, le défaut de déclaration est puni comme la corruption, même peine. Et c'est évidemment beaucoup plus simple de démontrer que quelqu'un n'a pas été transparent que de démontrer que le fonds de la villa grecque était le fonds de la corruption. Donc c'est un vrai progrès. Ça, c'est un énorme progrès. Et il y a aussi le parquet national financier la deuxième réforme de François Hollande, directement liée à l'affaire Cahuzac, pour calmer un peu les esprits, était clairement de dire la lutte contre la corruption ne marche pas en France. D'ailleurs, l'OCDE, régulièrement, nous en font l'observation. Vous savez, il y a une évaluation. Et donc, ils ont créé le PNF, le Parquet national financier, et ils ont confié la direction de cette nouvelle institution à Eliane Houlette, qui a aussi su l'animer et qui n'a pas eu peur et qui a instruit ou qui a fait les enquêtes au fur et à mesure qu'il se présentait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe lorsqu'on fait ces enquêtes. L'enquête Fillon, par exemple. La résistance, la colère et les attaques contre le PNF, elles datent de l'affaire Fillon, je crois. Et on entendait vraiment des arguments assez incroyables du genre « l'enquête est trop rapide ». Et personne ne disait « l'enquête est rapide parce que les faits sont d'une simplicité biblique, donc pas besoin d'enquêter pendant 15 ans pour démontrer que la femme avait été une assistante parlementaire évanescente ». Mais bon, on voit bien là que ça se tend terriblement avec les politiques.
et qu'en réalité, les hommes en responsabilité politique n'acceptent pas d'être citoyens comme des autres. Et c'est ça qui explique les attaques virulentes contre Éliane Houlette à titre personnel et contre l'institution. Et le discrédit que notre actuel ministre de la Justice cherche à jeter sur l'institution est intolérable pour moi. Donc il est pourtant le garant normalement. Il est le garant, comme le président de la République, mais ces deux personnes sont totalement absents dans la défense de l'institution de la justice et œuvrent pour son affaiblissement. Alors vous avez dit que la brigade financière et les moyens d'investigation avaient été réduits, donc ça veut dire que le pouvoir politique essaye un peu de donner quelque part, de durcir la lutte en créant deux institutions, la Haute Autorité pour la Transparence et le PNF, et en même temps de limiter les moyens d'investigation. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une certaine hypocrisie dans tout cela. On sait que l'opinion ne tolère pas la corruption, mais en même temps, on veut protéger les siens, on veut protéger ses ministres, ses directeurs de cabinet, et la tension actuelle pour le PNF, c'est qu'il y a des enquêtes qui gênent le pouvoir. Vraiment. Alors, à chaque fois aussi qu'il y a des accusations de corruption, les gens qui sont mis en question disent que c'est un procès politique. Parfois, c'est un vrai procès politique. Regardez Lula, le juge Moro, on a bien vu que c'était un procès qui était politiquement motivé, que Lula était loin d'être le plus corrompu des hommes politiques brésiliens. Alors, l'enquête brésilienne est absolument incroyable, parce qu'il a quand même démontré au monde la corruption de la classe politique brésilienne. Et ça, c'est grâce à leur système de procédure pénale que si vous dénoncez ceux avec qui vous avez commis la corruption, vous pouvez négocier pour vous-même de très bons accords. Et donc, en fait, chacun dénonçait le suivant. C'est sûr que Lula a été... Alors, c'est difficile de dire. Je pense que Moro a aussi pris la grosse tête et qu'il s'est pensé un homme politique à un moment donné. Je pense aussi qu'il y avait... Tout n'était pas très clair dans l'acquisition de l'appartement de Lula, mais simplement dans le contexte de cette énorme enquête, c'était relativement modeste. Moi, je pense que lorsque, en France, un homme politique est mis en examen ou qu'il est renvoyé pour corruption, vous savez, il va dans son armoire, il ouvre où sont mes éléments de langage, il tire le tiroir, suspicion, corruption, et il trouve, procès politique. Ils le disent tous. C'est à la limite comique. Alors, au niveau mondial, il y a quand même, on a l'impression que la lutte contre la corruption, il y a quelques années, quelques décennies, c'était la préoccupation d'une petite minorité. Les gens pensaient que c'était une malédiction contre laquelle on ne pouvait rien. Et maintenant, on voit que quand même, à peu près dans tous les pays, même si parfois elle peut être instrumentalisée pour se débarrasser de rivaux, mais en tous les cas, dans tous les pays, y compris en Chine, mais aussi en Inde, au Brésil, au Liban, un peu partout, il y a une révolte des citoyens contre la corruption. On a un peu l'impression, et je voudrais avoir votre ressenti, parce que vous connaissez ça vraiment le mieux au monde, que la lutte contre la corruption est devenue un des facteurs centraux de mobilisation citoyenne. C'est sûr que la corruption concentre tellement de facteurs d'injustice, de privilèges, et mobilise beaucoup l'opinion. Pour moi, il convient de ne pas détacher de la bataille pour plus de justice les questions fiscales. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est de plus grave si vous pensez par exemple prenons le Mexique. Si vous êtes une grande entreprise multinationale qui fabrique du soda, si vous exploitez les ressources en eau
que vous laissez des métaux lourds, plus des dizaines de millions de bouteilles vides, que vous polluez, que vous consommez l'eau des tribus indiens sans rien laisser sur place, et que dans la rubrique responsabilité sociale de l'entreprise, dans votre rapport annuel, vous écrivez que vous avez repeint toutes les écoles maternelles de ce tribu indien. Ça, qu'est-ce qui est le plus grave? Ça, ou le fait que cette multinationale avait corrompu peut-être un chef indien de quelques dizaines de milliers de dollars pour avoir accès aux ressources. On voit bien que le comportement prédatrice sur les ressources, sans rien laisser dans le pays, c'est aussi grave, sinon plus grave que la corruption. Et je crois que là aussi, il y a une prise de conscience. Et pour la première fois de l'histoire, et ça s'est passé assez inaperçu, le High Level Panel de l'ONU sur la lutte contre la corruption, qui a rendu son rapport le 25 au 26 février cette année, elle met au même niveau la lutte contre l'évitement fiscal et la corruption. Et ce rapport a été signé par beaucoup d'États membres. Donc ça veut dire que nous avons vraiment fait un chemin où les gens ont compris que le fait que les multinationales sont des passagers qui ne payent pas leurs billets dans le monde, que ça aussi c'est insupportable. Alors là, il y a quand même eu un geste fondamental dont on n'avait pas qui vienne de là, c'est le président Joe Biden, que l'on pensait comme quelqu'un qui allait gérer tranquillement les affaires courantes. Est-ce que vous pensez que sa proposition, en tous les cas, oui, de taxer les multinationales à un niveau global à 21% est révolutionnaire? Alors, je pense qu'il était temps, mais je pense que cette décision que Joe Biden prend dans les premiers mois de son investiture est incroyablement important et qu'il peut changer la face du monde. Il peut mettre fin à la course vers le fond à laquelle nous assistons pour les ressources des États depuis des décennies, comme un des effets du néoconservatisme et vraiment. Et pour moi, c'est c'est jour de fête, c'est l'aboutissement pour moi personnellement de 30 années de travail. Et le fait que ce soit Joe Biden qui le porte, que ce soit les États-Unis, je crois que les gens ne comprennent pas combien cela va impacter le monde. C'est pas simplement. C'était né en grande partie des États-Unis, le mouvement de libéralisation, et en plus ils ont les moyens de faire partager leurs règles. Il a dit qu'il allait l'appliquer aux États-Unis sans attendre que l'OCDE ou le G20 l'adaptent. Donc c'est une certitude. Si ce texte passe chez lui, au Sénat, parce que j'ai vu hier qu'il y avait un démocrate qui était hostile, et comme son majorité est faible... Du Delaware peut-être Oui, ça. Bon, mais je voulais vous faire comprendre pourquoi c'est terriblement important. Parce qu'énormément d'institutions travaillent depuis des décennies à améliorer les produits fiscaux des multinationales. C'est depuis 2013 le projet de l'OCDE. L'OCDE avait promis qu'avant le 31 décembre 2020, ils allaient proposer au monde des nouvelles règles et avec un taux minimal. L'Union européenne a beaucoup travaillé aussi ces questions, a des textes tout prêts, mais au niveau du Conseil, l'idée que l'Union européenne allait imposer de nouvelles règles pour les multinationales sans les États-Unis, sans l'OCDE, faisait très peur, notamment à nos propres paradis fiscaux. Et donc, les textes sont restés bloqués au Conseil. Et l'OCDE, ce qui bloquait, c'était essentiellement les Américains. C'était la position
de l'administration de Trump sur cette question. Et donc, l'OCDE ne fait jamais rien sans les Américains. C'est sa faiblesse. Et donc, c'est pourquoi ce moment est un moment historique. Que l'OCDE n'a plus d'excuses pour ne pas trouver les règles que le monde entier attend. Et donc, si l'OCDE, maintenant, peut recommander un taux minimal de 21%, l'Europe l'adaptera. Et l'Europe, l'avantage de l'Europe, c'est que l'Europe fait des lois, fait des règles qui sont obligatoires pour les États membres, alors que l'OCDE, c'est des recommandations, et l'ONU, c'est des recommandations. L'Union européenne, c'est dur, n'est-ce pas? C'est des textes. Et donc, la possession de Joe Biden, là, débloque le blocage à l'OCDE. Qu'est-ce qui l'a conduit, selon vous, à changer, à faire vraiment un demi-tour total par rapport Alors à la là, c'est ma petite traditionnelle idée, et je pense que les économistes et philosophes français ont vraiment joué un rôle important. Piketty et... Voilà. J'ai le bonheur de travailler dans une institution aux côtés de Jörg Stiglitz, de Gabriel Zucman et de Thomas Piketty. Et, comme vous le savez sans doute, notamment Gabriel Zucman a conseillé les démocrates. Il a conseillé Elizabeth Warren dans sa campagne aux dernières élections. Il a écrit un livre qui s'appelle Les triomphes de l'injustice, qui est un vrai réquisitoire contre le néolibéralisme. Et il a démontré, et dans le livre, il y a même un modèle, vous pouvez jouer avec, vous pouvez essayer de voir ce qui se passe si vous augmentez le taxe de 2 points ou si vous augmentez l'impôt sur les successions. Il y a des modèles très parlants. Et donc, ces livres ont été un best-seller aussi aux États-Unis et, à mon avis, ont pénétré vraiment le Parti démocrate. Et je pense que la campagne de Sanders et de Warren, inspirée par nos philosophes, et je dirais aussi Julia Cagé, sur son l'analyse sur tous les biais des systèmes électoraux, ont entraîné une prise de conscience et une volonté d'agir, une volonté de mettre enfin à l'énorme mensonge néolibéral. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe où on va voir peut-être les Chinois continuer, pays communistes ou qui se réclament comme tels, continuer à faire du dumping fiscal, tandis que le pays cœur mondial du capitalisme deviendrait un peu plus régulateur? Je ne le pense pas. Je pense que les Chinois ont un État extrêmement fort, centralisé, et qu'elle-même a besoin de ressources fiscales. Et on voit aussi que la Chine est la très bonne élève multilatérale et qu'elle jouera peut-être son rôle au sein du G20, au sein des institutions multilatérales pour porter cette réforme. Ce qui est important pour nous de comprendre, je trouve aujourd'hui en France, c'est que le rôle de nos dirigeants aujourd'hui, de notre président et notre ministre des Finances, c'est de prendre le lead au sein du Conseil. Parce que l'OCDE, ça va aller, je pense, avec les États-Unis qui y vont, mais au sein de l'Union européenne, nous avons cette malédiction que nous avons des paradis fiscaux en notre sein. Alors, ils ne représentent pas grand-chose, je veux dire, pas énormément d'habitants, mais comme dans les traités, il y a l'unanimité sur les questions fiscales, il est extrêmement important de profiter de ce moment historique pour qu'au niveau du Conseil, on libère aussi les textes qui sont en attente, qui sont là, qui sont prêts, et que c'est ça le rôle d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas continuer le projet français de réduire les impôts sur les sociétés
en dessous à la fin de 21%, mais bien de dire nous allons porter ce projet avec un taux minimal de 21%. Parce que la tentation européenne, elle est OK pour un taux minimal, mais ce taux minimal, ça peut être le taux irlandais à 12,5. À 12,5, vous ne faites pas tourner l'État. Je ne dis pas que 21% réglerait l'ensemble des problèmes de financement des États, mais ça contribuerait significativement. Nous savons que ça représente 250 milliards environ mondialement, dont au moins 100 milliards pour l'Afrique. Ça, c'est l'estimation conservatrice. Il y a des chiffres des FMI, par exemple, qui sont plus élevés. Eux, ils parlent de 600 milliards. Mais bon, ça aurait un impact important. Mais ça ne serait jamais suffisant pour payer la crise et pour financer la très nécessaire et rapide reconversion énergétique, par exemple, pour sauver le climat. On a besoin de fonds. Et c'est maintenant que nous devons avoir des États forts. Et pour cela, il va falloir taxer. Ce n'est pas suffisant de taxer les multinationales. Il faut aussi taxer la fortune. Il faut chercher les particuliers qui sont aussi cachés dans les paradis fiscaux. Il faut les taxer. Et il faut taxer la fortune des milliardaires régulièrement. Et ça rapportera beaucoup plus encore que les multinationales. Vous êtes optimiste? Vous pensez qu'on va y parvenir? Oui. Bon. Je pense qu'on va y parvenir. Je pense que ça, c'est grâce à l'opinion publique. L'opinion publique a compris l'injustice et a compris que c'est une course sans fin. Nous voyons actuellement les professions libérales s'organiser avec des holdings au Luxembourg. Le cabinet dentaire est détenu par un holding au Luxembourg. Et on évade la base fiscale même des professions libérales et artisanales. On voit des salons de coiffure maintenant détenus par private equity et où vous réduisez les coiffeurs qui avant avaient accès à devenir la classe moyenne et une vie convenable, ils vont devenir... vous voyez, c'est des structures de capitalisme sauvage qui ne s'arrêtent pas. Et donc, c'est le moment de gagner la bataille que nous avions perdue, parce que ce qui a fait que tout cela était possible, alors qu'on pouvait démontrer que ça ne marchait pas. La théorie du ruissellement n'a jamais marché. On sait que Friedman avait tort. Mais même si on le savait, on n'arrivait pas à reprendre la main idéologiquement. Et je pense que là, Joe Biden est une chance merveilleuse, parce que moi je ne m'y attendais pas à ce que ça vienne aussi vite et de lui. Moi, je pensais que c'était l'Europe qui arriverait. J'ai beaucoup d'estime pour Ursula von der Leyen, et je pensais qu'elle était femme, elle, à faire ce que Jean-Claude Juncker n'avait pas fait, c'est-à-dire employer des dispositions du traité, comme l'article 116, qui permet de contourner l'unanimité. Je pensais qu'elle finirait peut-être par le faire. Mais bon, voilà. Merci Eva Joly pour cette conclusion radicalement optimiste.